Place au parti pris. Nous rejoignent Ruth Elkrief pour la politique, Abnous Chalmani pour l'international et François Lenglet pour l'économie. Bonsoir à vous trois. Et c'est vous qui commencez, Ruth, avec évidemment les suites de cette soirée du deuxième tour des municipales, de ces résultats des municipales qui ont montré en particulier que les choix d'alliance entre le Parti socialiste et la France insoumise étaient sanctionnés par les électeurs, n'étaient pas efficaces. Donc quand on dit les Suisses, c'est même un contre-coup pour le Parti socialiste parce qu'il commence à y avoir des turbulences. Alors rappelez-vous les manchettes du premier tour, on parlait de la percée de LFI, des succès du RN, et pourtant on peut dire que ce deuxième tour a été un échec cinglant pour les premières et l'expression de résistance très sérieuse pour les seconds. Alors, il faut toujours faire confiance aux Français, ils ont encore répété qu'ils ne se donneraient pas aux extrêmes. L'enseignement principal, et vous le venez de le dire David, de ces municipales, c'est ce front anti-LFI qui s'est désormais installé dans la politique française. Les électeurs sociodémocrates, socialistes traditionnels ont rejeté la compromission et la droite et l'extrême droite s'est surmobilisée. C'est le résultat et l'expression de ce nouveau front anti-LFI. Alors, au passage, il faut remarquer que les villes qui ont été remportées par LFI ont été ravies à des maires socialistes pour la plupart. Donc c'est une stratégie d'alliance perdante-perdante. Dans les banlieues de Paris ou de Lyon, comme Saint-Denis ou Vaux-en-Velin, c'était des socialistes qui ont été donc délogés par des LFI. On peut pas dire que cette union a été un succès. Alors, beaucoup d'observateurs auraient pu le prédire. Je crois qu'on l'a un peu fait sur ce plateau. Mais, je sais pas, les socialistes d'Olivier Faure n'avaient pas vu venir. Avec une mauvaise foi confondante d'ailleurs aujourd'hui, les mêmes, Olivier Faure quand même, qui avait dit « Je comprends les candidats qui font alliance. Si j'avais été à Toulouse, je voterais pour François Piquemal de LFI. » Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit ? Les LFI étaient un boulet et c'est le règlement de compte. Écoutez. Jean-Luc Mélenchon est devenu aujourd'hui le boulet de la gauche. La réalité d'ailleurs, ses propres amis devraient s'en rendre compte. Si Damien Maudet à Limoges et si François Piquemal à Toulouse n'avaient pas dû supporter le poids de Jean-Luc Mélenchon, ils auraient gagné à Toulouse et à Limoges. Mais pardon, je trouve qu'il y a une ingratitude dans les réactions du Parti socialiste qui sont absolues. Madame Johanna Rolland, et d'ailleurs elle l'a dit elle-même, et je le reconnais, si elle a été réélue hier maire de Nantes, c'est grâce à l'apport et à la mobilisation des Insoumis. Donc la moindre des choses, c'est de dire merci plutôt que de nous cracher dessus. Bon voilà, voyez l'ambiance. Bon, c'est vrai qu'à Nantes, c'est l'exception. C'est la seule ville dans laquelle l'alliance a été fructueuse. Mais en revanche... Encore faut-il faire les calculs en détail compte tenu du premier tour, de l'équilibre des forces à gauche et de voir ce que ça a... De fait, elle n'a pas été un repoussoir. De fait, elle a gardé sa ville. En tout cas, ça ne l'a pas empêché de gagner. Voilà. De la gagner, évidemment. En revanche, on l'a dit, à Toulouse, Limoges, Clermont-Ferrand, Avignon, Brest... Bon, à Strasbourg, alors c'est un peu différent parce que c'était une ville écologiste, mais il y a quand même la victoire très rassurante de Catherine Trottmann qui a fait un pied de nez aux apparatchiks de son propre parti qui voulait l'exclure. Et de la même façon, les écologistes qui ont fait l'union ardemment défendue par Marine Tondelier ont perdu toute leur ville à l'exception de Lyon. Leur ville, c'était Poitiers, Besançon, Bordeaux. C'est pas n'importe quelle ville, ce sont des villes importantes. Alors, à contrario, fort de la composition sociologique désormais enracinée dans les métropoles, les maires socialistes qui ont résisté aux sirènes de Jean-Luc Mélenchon ont gardé leur ville ou ont gagné à Marseille, Benoît Payan ou évidemment Emmanuel Grégoire à Paris. Avec de gros écarts même. Exactement. Comme s'il y avait eu une prime. Oui, en tout cas, ils ont aussi une composition sociologique de fait. Les métropoles aujourd'hui sont devenues les bastions, les places fortes des socialistes, et peut-être pour un certain temps. Mais le résultat de cette stratégie un peu de girouette d'Olivier Faure qui dit un jour pas d'alliance, le lendemain l'inverse, et le troisième jour qui dit ce sont des méchants, en fait, tout comme celle de Marine Tondelier qui a plus privilégié ses affinités avec les insoumis que le combat environnemental, aujourd'hui ces deux dirigeants ils vont être sur la sellette. Le bureau national du Parti socialiste de demain soir, on peut le prévoir déjà, la guerre des gauches va être relancée plus que jamais, et ça avec une question que moi je me pose sincèrement. Mais où est la colonne vertébrale du Parti socialiste ? Où sont ses valeurs ? Du côté de ceux qui ont approuvé les alliances et donc perdu,
ou alors de ceux qui sont minoritaires aujourd'hui, mais qui voulaient la rupture nette et franche. Et aujourd'hui, ça n'a pas manqué. Écoutez, regardez, Raphaël Glucksmann a tout de suite dit, c'est une leçon pour l'avenir. La tambouille, ça ne fonctionne pas, les électeurs n'en veulent pas. François Hollande a dit, les résultats sont l'échec de la méthode d'Olivier Faure. Bon, François Hollande, dont l'ami Bernard Combe a perdu quand même la ville de Tulle. Alors qu'il avait noué une alliance avec le reste de la gauche. Il y avait 2 LFI sur la liste. Voilà. Donc il y a un peu de gribouille, un peu par-ci, par-là. Mais même Boris Vallaud, le président du groupe socialiste, qui était quand même aussi au Congrès socialiste face à Olivier Faure, a critiqué la stratégie aujourd'hui d'Olivier Faure. Bon, donc... Est-ce que tous ces gens-là vont construire quelque chose de crédible ou est-ce qu'en fait, même si le PS a gagné plusieurs villes, est-ce que d'une certaine façon, aujourd'hui, Lionel Jospin, tel le commandeur, n'aurait pas emporté avec lui ce qui restait de sa famille? C'est vraiment ma question ce soir. Alors, je voudrais qu'on parle aussi du RN, parce qu'on l'a donné comme pas assez victorieux, quoi. Le soir du premier tour, on a dit percé, etc. Bon, de la même façon, on peut pas parler de succès, même si il s'est implanté dans ses zones de force. Alors, exit quand même Toulon, Nîmes et Marseille, les grandes villes qui étaient ciblées. Mais c'était pas des villes RN. Non. Il n'a pas perdu, mais il n'a pas pu les conquérir. Mais c'est ça. Le plafond de verre, les cibles n'ont pas du tout été atteintes, alors même qu'au niveau national, ils sont très forts, qu'ils avaient des ambitions très élevées. Dans les 3 cas, les électeurs de droite n'ont pas rallié le candidat RN. Et Laure Lavalette, par exemple, la porte-parole du parti, s'est inclinée à Toulon. Il y a une forme de résistance sociologique, mais aussi politique, à l'expansion du parti hors de ses zones de force. Donc, on a même vu des LR qui ont attiré des électeurs RN parce qu'ils ont fait barrage à la gauche alliés à LFI, à Clermont-Ferrand ou à Limoges. C'est l'inverse qui s'est passé. Donc, bon, seul Éric Ciotti a réussi de façon spectaculaire à Nice, mais on l'a déjà dit ici, c'est une histoire très particulière. En revanche, le RN a conforté ses places fortes, donc avec une pléiade de petites villes, Menton, Tarascon, Agde, Carcassonne, Carpentras et beaucoup de C, Castres, et la même vague municipale dans le nord-est, Liévin, Courcelles-les-Lances. Au final, 70 communes revendiquées par Jordan Bardella. On ne peut pas dire que c'est un tremplin pour la présidentielle, mais on ne peut pas dire que c'est un frein non plus. En revanche, de la même façon que la guerre des gauches a commencé, on peut dire que la guerre des lignes a un peu commencé aussi au sein du RN. Parce que Jordan Bardella avait prôné la stratégie d'ouverture à la droite. Et écoutez ce qu'a dit Marine Le Pen pour conclure, c'était cet après-midi à Budapest. Il ne faut pas ouvrir à droite, il faut ouvrir à tous les Français. Il faut arrêter avec ces considérations. Je crois vraiment que l'élection présidentielle, c'est l'élection précisément où il faut s'adresser à l'ensemble des Français, quelle que soit leur origine politique. Voilà. On en parlait l'autre jour. Exactement. C'est le pas clivage fini. est confirmé. Voilà, exactement, ça continue. Bon, sur la gauche, sur LFI, Jean-Christophe Cambadélis aussi demande un nouveau congrès, je crois. Enfin bon, ça rue un peu dans les brancards. Oui, bon, Pardon, mais à chaque fois, ça rue dans les brancards. C'est que moi, j'ai un peu l'impression, c'est un peu l'histoire sans fin. C'est genre scandale, on coupe tout, c'est plus nos amis pour plus jamais de toute la vie. Bon, voilà, une petite élection au niveau local, on peut s'arranger. Patatras, ça marche pas. Oh là là, c'est méchant, méchant, très très méchant, ça va pas aller. Non, mais c'est écœurement. Moi, j'ai pas d'autres mots. Si je devais réduire à ça, c'est écœurement, mais vraiment, et ne pas avoir un parti de gauche, c'est pas sain pour la démocratie. François ? Il y a 2 lectures de cette affaire. C'est-à-dire, soit vous dites, finalement, en regardant ces résultats, les partis traditionnels de gauche, modérés, et de droite, modérés, résistent pas mal. Oui. Mais en réalité, si on s'appuie sur ce que vous dites et qu'on le prolonge à droite, on voit que ces élections vont ouvrir des périodes de dissension très fortes sur la ligne à adopter, justement, avec les 2 autres. Et même à droite. L'attitude de Bruno Retailleau, elle a suscité beaucoup de critiques chez certains à Nice, c'est-à-dire le fait de ne pas choisir explicitement un candidat. Donc, est-ce que c'est le renouveau des partis traditionnels ou est-ce que c'est une étape dans leur décomposition ? Je n'ai pas de réponse à cette question. En tout cas, ce n'est pas, décisif. Oui, c'est ça. Ça reste ouvert. C'est juste déprimant. C'est pas décisif, c'est juste déprimant, c'est vrai. François, votre parti prééconomique. Alors tout à l'heure, on évoquait la rectitude de Lionel Jospin et vous disiez aussi, Ruth, c'est vrai que quelles que soient les critiques, Lionel Jospin incarnait d'une certaine manière une forme de droiture en politique, loin des petites combinaisons, loin de l'obsession de l'ego. On reprochait sa rigidité aussi. Mais qu'en est-il Et son lambertisme un petit peu quand même. Pardon ? Et son lambertisme quand même. Il vient de lambertisme qui alors, il est d'une génération où à 20 ans, à 18 ans, beaucoup étaient à l'extrême gauche ou à l'extrême droite.
Oui, on a été formés pour aller espionner dans les partis traditionnels et imposer la pensée trotskiste. Et Jean-Luc Mélenchon, comme Lionel Jospin, viennent de ce groupe des lambertistes qui ont fait... Enfin, est-ce que vous pensez que ça définit Lionel Jospin? Non, pas du tout, mais ça fait partie. Moi, je suis toujours d'accord. Comme il a... Et ce que j'ai toujours admiré, c'est Lionel Jospin, c'est d'avoir demandé un droit d'inventaire sur Mitterrand. Et je pense que c'est un droit d'inventaire, ça serait pour tout le monde, et lui compris. Bien sûr. Et 89 et l'affaire du voile de Creil, j'avoue que j'ai toujours pas digéré. Eh bien justement, à propos de droit d'inventaire, qu'en est-il de son bilan économique? Parce qu'on a entendu tout et son contraire. Quel est-il, François? Ce qui est frappant, c'est que ses vrais amis ou ses amis politiques, saluent un homme qui, entre 1997 et 2002, lorsqu'il a été à Matignon, a remis en état la France, avec une croissance retrouvée, un chômage au plus bas, après des années 90 qui avaient quand même été assez médiocres. Et alors, c'est un jugement qui doit sans doute beaucoup à l'affection, l'affection méritée pour cet homme intègre, d'une droiture absolument qui n'a jamais été prise en défaut, parce que si les chiffres sont incontestables, la réalité de la situation de l'époque est très différente. En 97, après la dissolution, les socialistes achètent au plus bas. Personne ne voit venir la reprise mondiale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Chirac et Villepin s'engagent dans cette manœuvre de la dissolution qui n'a été égalée que tout récemment par la dissolution de Macron. Dans la bêtise, j'entends. Et en fait, la reprise mondiale va s'affirmer dans les mois et les années qui viennent. C'est la divine surprise. Quelques éléments. Entre 1998 et 2000, la croissance en France est comprise entre 3 et 4%. Ça fait 3 rêver. à 4%. Oui. On est aujourd'hui Énorme. péniblement à 1. Nous sommes en situation d'excédent commercial vis-à-vis de l'Allemagne, qui est au plus bas, parce que, comme un boa qui digère un mouton, elle est en train de se réunifier avec toutes les difficultés que ça occasionne. Le pétrole est à $10, le baril. L'euro est à un cours 30% plus faible par rapport au dollar qu'aujourd'hui. Tous les moteurs rugissent. On n'est pas encore passé à l'euro. Ah oui, il y a la double... C'est juste le seuil. On est au passage. 99, on gèle les parités. Et puis 2001, 2002, on passe au billet. En fait, ce sont les derniers feux du XXe siècle. Depuis, ça fait quand même 25 ou 30 ans, on n'a pas connu une telle conjoncture nulle part en Europe. Et alors, au fond, la question de l'héritage, c'est qu'est-ce qu'on a fait de tout ça ? Qu'est-ce qu'on a fait de ces cadeaux ? Eh bien, la dette publique, par exemple, en France, elle passe de 59% du PIB en 1997, quand le gouvernement Jospin est nommé, à 59% en 2002, quand il s'en va. Alors que, dans le même temps, le Royaume-Uni réduit sa dette de 12 points, la Suède de 20 points, la moyenne de la zone euro, c'est 6 points. Parce que l'État dépense tous ces fruits de la croissance, de cette croissance inespérée. Le nombre de fonctionnaires augmente de 8,5% sur la période. Les emplois jeunes subventionnés sont créés par centaines de milliers par Martine Aubry. Et puis, le chef-d'œuvre, c'est les 35 heures, bien sûr. 35 heures payées 39, ce qui va à la fois détériorer la compétitivité des entreprises et fragiliser les finances publiques, puisqu'elles subventionnent. On va écouter le Premier ministre qui s'exprimait à l'époque. Notre objectif maintenant pour l'année 1999, c'est d'arriver à 250 000 emplois jeunes. C'est-à-dire que nous allons donner un nouvel élan à la politique des emplois jeunes, de la même manière d'ailleurs que je pense que le passage aux 35 heures va monter en puissance. Il est monté en puissance, on peut pas dire le contraire. Reste que le déficit de l'époque, il est toujours de 1,5 quand tous nos partenaires sont en excédent. Tout ça alors que le taux de prélèvement atteint un record, 45% du PIB, et que les recettes de privatisation n'ont jamais été aussi importantes. Au total, la compétitivité aura quand même été plombée, parce que vous évoquiez l'euro, c'est à ce moment-là qu'on gèle les parités. La France est plombée par les 35 heures au moment où l'Allemagne se redresse avec le travail de Schröder. Et tout ça est gravé dans le marbre avec l'union monétaire. Donc ça ombre évidemment les décennies qui suivent. L'équipe Jospin, DSK, Dominique Strauss-Kahn et Aubry en tête, aura donc dépensé énormément. Et finalement, de ce point de vue, ce quinquennat Jospin, il est, j'allais dire, très français. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur les dividendes inespérés d'une conjoncture fragile d'un cycle économique qui, par définition, va s'inverser plutôt que sur les piliers de la compétitivité. J'avais publié en 2013 une analyse dans Le Point, justement, qui reprenait tous ces éléments-là pour comparer avec les situations Hollande en disant, au fond, si on avait donné à Hollande la même conjoncture, il aurait fait des miracles. Et le Premier ministre Jospin s'en était beaucoup offusqué, il m'avait voué aux gémonies, il avait écrit au Point, on avait publié sa lettre,
lettre, j'avais répondu, il avait répondu. Et puis quelques années plus tard, on s'est retrouvés, on en a discuté de façon très amicale, très franche, mais très amicale. Et c'est vrai que je persiste à penser, c'est ce que je lui avais dit, que cette analyse est juste. Toutefois, aujourd'hui, je la complète. Il faut dire quand même qu'il y avait aussi des bonnes choses. J'en vois deux que je voudrais citer en ce jour. La première, c'est la création du fonds de réserve pour les retraites. On avait perçu la fragilité démographique et c'était une idée excellente. Il était abondé avec une partie des recettes de la privatisation, idée qui a été malheureusement dénaturée par tous les successeurs de Jospin. Qui ont puisé dans ce fonds pour des besoins immédiats. Pour financer les dépenses courantes, évidemment. Deuxième chose, le Premier ministre de l'époque n'avait pas manqué de courage. En septembre 1999, lorsqu'il avait été interpellé sur l'inaction du gouvernement face au licenciement de Michelin, et c'était donc en 99, il était au journal télévisé, on l'écoute. Faut pas attendre tout de l'État ou du gouvernement, il faut aussi que se mobilise à la fois l'opinion et les salariés de l'entreprise. Il ne faut pas tout attendre l'État. Une petite phrase que nos politiques d'aujourd'hui, de droite comme de gauche, devraient inscrire au-dessus de leur lit pour la relire tous les soirs avant de s'endormir. À l'époque, il avait brisé un tabou. Ah oui. Mais il avait été vertement critiqué. Il avait fait une forme de modernisation, mais il l'a jamais assumé, il n'en a jamais fait la pédagogie suffisante. Il faut même se souvenir qu'à l'époque, il y avait Schröder en Allemagne et Blair en Angleterre, quel que soit leur mérite. La troisième voie. Voilà, la troisième voie, c'est-à-dire la modernisation de la social-démocratie qui prendrait en compte la réalité du marché. Il avait refusé de s'y joindre. Et voilà. Mais il faut dire, David, qu'aujourd'hui, ces deux hommes sont détestés dans leur pays à cause de leur amour de l'argent personnel. Ah, ça oui. À la fois Tony Blair et Schröder, ça n'est pas le cas de Jospin. Non, il est resté un texte jusqu'au bout. Abnouz, votre parti pris international, vous vous alarmez de ce qui se passe en Allemagne, où le nazisme devient une sorte de mode, une sorte de jeu. Oui, et puis et puis j'ai pas pu m'empêcher d'aller regarder ailleurs, et vraiment c'est total. Je suis totalement déprimée. Donc c'est une enquête du quotidien Britannic Times qui nous apprend que je crois que c'était un samedi, enfin le 14 mars 2026, entre 100 et 50 enfants et adolescents, c'est en gros entre 11 et 18 ans, et participaient à une soirée Teeny Disco, donc dans une discothèque au club Blue Velvet de Falkenberg, dans le Brandebourg, dans l'ex-Allemagne de l'Est. Le DJ passe L'amour toujours du DJ italien Gigi D'Agostino, un tube de 99 que je ne connaissais pas, mais où le refrain n'a pas de parole. Et voilà ce que chantent les jeunes pendant très longtemps. On écoute. Oui, vous entendez bien, Ausländer raus, dehors les étrangers. C'est la deuxième partie du slogan néo-nazi, l'Allemagne aux Allemands, dehors les étrangers, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Et ça, c'est des gamins. C'était le slogan des nazis. Oui, des néo-nazis, c'est que vous le retrouvez, ce slogan, sur les affiches électorales du parti néo-nazi NPD dans les années 80. C'est déjà terrifiant, mais dans le même article, qu'est-ce que je découvre que tout ça est déjà terrifiant, hein, mais qu'en mai 2024, sur l'île UP de Sylt en mer du Nord, c'est la destination des grandes fortunes allemandes, vous avez des gens de 20 à 30 ans, tout propre sur eux, tout bien habillés, qui chantent la même chanson et qui vont jusqu'à faire le salut nazi. Genre, normal. Et alors là, évidemment, le chancelier Olaf Scholz avait jugé cela dégoûtant. La ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, avait parlé d'une honte pour l'Allemagne. Et sur ce, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'entre octobre 2023 et juin 2024, la police allemande a été appelée 360 fois pour signalement du même chant dans des fêtes foraines, des discothèques, des mariages et même lors du match Autriche-Turquie à l'Euro 2024. Ça fait beaucoup. C'est que c'est devenu une espèce de slogan. Et évidemment que c'est d'autant plus choquant que ça se passe en Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays qui a bâti depuis 1945 un édifice juridique, mémoriel, éducatif unique au monde, référence à son passé nazi. C'est la maîtrise du passé. Je vous imposerai pas le terme en allemand qui fait 12 lignes, mais ça n'a pas d'équivalent ailleurs. Ça veut dire qu'on apprend le programme, l'Holocauste, c'est un programme scolaire dès la primaire. Les symboles nazis sont illégaux et il faut que chaque Allemand
soit confronté à la honte nazie dès son enfance. Donc c'est pour ça aussi, je pense que c'est d'autant plus choquant. Et en fait, en regardant ça, j'ai complètement dérapé. Je suis allée regarder ailleurs. Et vous savez, la semaine dernière, vous avez parlé de la molarchie. Ça, c'était dans l'île de Sylt, de la molarchie pop disco où ils font la molarchie utilise les Legos, vous voyez, pour faire de la propagande, genre la molarchie c'est pop. C'est cool. Et ben, figurez-vous qu'il y a la même chose avec le nazisme. C'est une enquête de Maldita S Facta publiée en octobre 2025 qui raconte l'émergence du pop fascisme. Alors vous allez voir, c'est Franco avec des lunettes roses, Hitler jouant au football, Mussolini dansant. Et sur TikTok, il y a 24 500 vidéos qui utilisent la marche Erika, une marche militaire de la Wehrmacht, dont certaines montrent des abeilles gazées avec le hashtag extermination. C'est complètement délirant. Le discours de Goebbels doublé en anglais qui font des millions de vues. Et vous voyez, c'est en mettant en scène comme ça des personnages historiques, non seulement ils deviennent fictionnels, donc comme en plus on n'a absolument plus de mémoire, on a tendance à les voir presque comme des personnages de film, parce qu'en plus, vous voyez, physiquement, c'est assez marqué, mais en plus, en les habillant, vous voyez, d'une manière pop, bah, quelque part, ils deviennent rigolos. Vous voyez le danger. Et tout d'un coup, j'ai laissé comme ça mon esprit vagabonder. J'ai continué mes recherches et j'étais de plus en plus en panique. J'ai découvert une jeune femme de 23 ans que je ne connaissais pas, la néo-nazie Isabel Peralta, dirigeante de Bastion Frontal, condamnée à 1 an de prison pour incitation à la haine contre les Marocains. Quand au moment du verdict, elle avait cité Goebbels. Normal. Il viendra des gens qui essaieront de suivre notre chemin et seront persécutés comme nous l'avons été, mais en fin de compte, nous triompherons. C'est délirant. Alors elle passe ses week-ends à essayer de rentrer en Allemagne avec un exemplaire de Mein Kampf et un drapeau nazi. Voilà, c'est complètement délirant. Puis d'un coup, je me suis rappelé qu'en 2023, la bibliothèque d'Alexandrie avait, dans la section des manuscrits très officiels, mis la première traduction des protocoles des sages de Sion, qui date de 1951 et qui avait été obligé de le retirer devant le scandale qui y avait eu. Je me suis rappelé qu'en 2019, à la foire du livre du Caire, la plus grande foire du livre du monde arabe, le stand officiel égyptien présentait 3 ouvrages pour le moins antisémites, en l'occurrence les protocoles de Sages-de-Sion, l'internationalisme juif d'Henry Ford et Mein Kampf d'Hitler. Qu'en 2005, Mein Kampf s'est vendu à 100 000 exemplaires en Turquie, atteignant la 4e place des listes de best-sellers, que Mein Kampf circule depuis des décennies à Amman, à Gaza, au Caire, et que la première traduction, figurez-vous, elle a été réalisée par Louis Salahaj, un ancien nazi ayant immigré en Égypte et converti à l'islam. Et tout ça m'a rendu, je vous le dis, écœurée, malade, comme si j'avais besoin de ça en plus de tout le reste. Parce que, vous voyez, vous commencez d'une blague, vous mettez du rose sur Hitler, Mussolini, Franco, et ça devient sympathique, ce qui détache de la réalité historique. Ensuite arrive quelque part, finalement, les protocoles qui est un faux, on sait que c'est un faux, fait par la police secrète terroriste en 1904, s'il circule, vous voyez, sur des stands, ça devient un livre comme un autre, comme Mein Kampf, sans aucune critique. Et puis ensuite, vous tombez dans la politisation, et c'est comme ça qu'on arrive à dire, finalement, l'antisionisme devient un antisémitisme, et finalement, les Juifs sont des nazis. Et tout ça, vous voyez, ça s'installe comme ça tranquillement, mais sous couverture toujours d'une boîte de nuit où on utilise un slogan nazi, de trucs pop, de trucs sympas, de trucs dansés, de musique facile. Et honnêtement, c'est tout à fait désolant. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.